Jambo, Mbote, Hotep, Nangadef, Kumadi Kurpo. Je suis Dr Marcelin Nini-Davo, je suis PhD en contrôle commande des systèmes dynamiques. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie et également chercheur indépendant. Donc, ça fait un moment que je fais avec pour vous certaines vidéos relatives au contrôle commande des systèmes dynamiques, à savoir l'automatique qui est à différencier de l'automatisme, bien sûr. Donc, l'automatique s'occupe des lois de commande, des algorithmes de commande. L'automatique s'occupe, l'automatisme s'occupe du déclenchement du lancement d'un actionneur, d'un moteur, à partir d'un événement détecté. Par exemple, présence de personnes, ouverture de portes. On actionne des moteurs qui vont venir pousser ou ouvrir tout simplement la porte d'un lieu, lever une barrière, etc. Ça, c'est l'automatisme. Alors, donc, si vous avez suivi depuis le début, excusez-moi, je disais donc, si vous avez suivi depuis le début, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les systèmes du premier et du second ordre, et ces vidéos-là, notamment pour les systèmes du premier ordre, sont toutes pour le moment faites en boucle ouverte, avec une approche des systèmes dynamiques exclusivement temporelle, c'est-à-dire que je ne parle quasiment pas de fonctions de transfert, et je ne travaille que sur des systèmes dynamiques stables, d'accord? Donc la constante de temps est strictement positive pour un système de données. Donc j'ai introduit un certain nombre de choses, j'ai présenté d'ailleurs un certain nombre de thèmes sur les systèmes dynamiques du premier ordre, notamment concernant les systèmes autonomes et les systèmes à entrée échelon. Donc, à savoir qu'on a la réponse d'un système autonome. Nous avons également la réponse d'un système dynamique euh, euh, du premier ordre, donc la réponse à un échelon, la réponse indicielle. Et sur la base de ça, j'ai présenté les résultats, les formules qu'on peut utiliser pour, à partir de l'équation différentielle, décrire la dynamique de notre système en fonction de la constante de temps et du gain statique. D'accord? Et également de la condition initiale. Bien. J'ai également parlé des formules qu'on utilise dans le contrôle commande, mais qui n'est pas très très connu, qui ne sont pas d'ailleurs très très connues. Ce sont les formules que j'ai appelées d'iso constante de temps. ISO constante de temps. Ça veut dire la même constante de temps pour les systèmes dynamiques du premier ordre. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que cela change, hein, parce que le système du premier ordre n'a qu'une seule constante de temps, comme on sait. Et donc, l'isoconstante de temps va permettre de faire quoi? Cette formule que j'ai qualifiée ainsi va permettre de calculer la constante de temps d'un système dynamique du premier ordre, quelle que soit la position, quel que soit le point qu'on positionne, d'accord, qu'on choisit, sur la partie transitoire de notre réponse. OK? Qu'elle soit celle d'un système autonome ou que la réponse soit indicielle, par exemple. Ensuite, j'ai parlé d'un critère que j'ai introduit pour la première fois dans l'histoire de l'automatique. J'ai fait cette innovation scientifique, j'ai introduit un critère sur la base des rapports de temps de réponse. Donc, c'est ce critère-là que je vais vous présenter aujourd'hui sous forme de théorème. OK? Donc, je vais parler du théorème 1 du docteur Dabo, à savoir mon propre théorème que j'ai introduit dans les systèmes dynamiques et dans l'histoire de l'automatique. Ça n'a jamais été fait, c'est la première fois. Donc, je vous le dis, regardez les théorèmes parce que moi, j'ai fait une bibliographie, j'ai consulté les documents et tout ça, comme ça se fait traditionnellement dans la science et dans les sciences techniques. Je n'ai pas trouvé dans un quelconque ouvrage, sur un quelconque site web, un résultat qui s'y apparente. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je dis que ce théorème, je suis le premier à l'énoncer dans l'histoire de l'automatique depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, ça c'était pour les systèmes dynamiques du premier ordre. Excusez-moi, avec le temps qui change, ma voix est facilement influencée, donc je suis désolé. Alors, donc, par rapport à ce théorème-là qui est relatif, qui est un théorème applicable à tout ce qui est
identification de systèmes dynamiques du premier ordre. D'accord? Donc, en général, identification de systèmes dynamiques. Et les résultats vont nous confirmer que nous avons un système dynamique du premier ordre. OK? C'est ça l'idée de ce théorème que je vais vous énoncer aujourd'hui. Maintenant, en dernier lieu, par rapport au système dynamique du premier ordre, j'avais également parlé de tout ce qui est design, c'est-à-dire comment concevoir un système dynamique du premier ordre par rapport aux performances temporelles attendues. Et dans les performances temporelles, je les ai divisées en deux parties. Celles qui sont relatives à ce qu'on appelle les temps de montée, c'est-à-dire euh, on a une réponse d'un système dynamique, on fixe un premier temps de réponse à 5% du point d'équilibre, un deuxième temps de réponse à 95% du point d'équilibre. Ça, ce sont des exemples de pourcentage que je donne ici, tout simplement. Et en faisant la différence entre les deux instants-là, nous obtenons ce qu'on appelle un temps de montée ou de descente, suivant la condition initiale de notre système par rapport au point d'équilibre, bien sûr. Et dans ce cas-ci, que je viens de prendre, ce sera le temps de montée, par exemple, entre 5 et 95%. Ces pourcentages-là peuvent être définis en fonction de notre de l'utilisateur, d'accord, ou alors de l'ingénieur, ou alors du chercheur, enfin bref, suivant la personne qui est intéressée pour faire ces calculs. Il y a en deuxième temps ce qu'on appelle les temps de réponse. Donc on vient se fixer à une position du transitoire, on regarde le pourcentage sur lequel on est, on calcule le temps de réponse associé, et donc en fait on fait la projection sur l'axe des abscisses et on lie le temps de réponse de notre système à ce pourcentage correspondant qui est défini comme, dans le cas des systèmes transitoires, dans le cas des réponses des systèmes autonomes, qui est défini comme étant la sortie de notre système divisé par la condition initiale, par exemple. D'accord? Maintenant, ces quatre données, ces quatre thèmes que j'ai développés pour le système du premier ordre, donc étant posés, comme je vous ai dit, vous pourrez de toute façon regarder les vidéos via ma page YouTube. Vous pourrez regarder les vidéos, les consulter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à contact@daboacademy.com. Là, aujourd'hui, après avoir parlé de ça, je vais parler de mon théorème, comme je vous disais en introduction. S'agissant des systèmes dynamiques du deuxième ordre, je vais juste rappeler que dans l'automatique moderne jusqu'à aujourd'hui, on vous dit que il n'y a pas à proprement parler une constante de temps relative à un système dynamique du second ordre. Parce que on trouve différentes valeurs de cette constante de temps lorsqu'on fait l'approche en utilisant tout ce qui est euh, euh, on va dire comme ça, les fonctions de transfert, ou alors en résolvant les équations caractéristiques, on trouve des constantes de temps suivant les valeurs du coefficient d'amortissement de notre système qui est défini comme étant xi. Et dans ce cas, lorsque le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, le système est fortement amorti, on a deux pôles réels, et ces deux pôles réels nous renvoient à deux constantes de temps, taux 1 et taux 2. Lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, donc lorsque le système est à amortissement critique, à ce moment-là, les constantes de temps sont doubles, c'est-à-dire taux 1 est égal à taux 2. Et lorsque finalement le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, ce qui correspond à un système qui est faiblement amorti, il y a également deux constantes de temps, taux 1 et taux 2, qui sont des complexes conjugués, d'accord, et qui, dans la partie imaginaire, vont introduire le phénomène oscillatoire qui est amorti, puisque nous travaillons sur un système stable. Ça, c'est ce que dit l'automatique moderne. Moi, ce que je dis avec ma découverte scientifique, je dis que tout système dynamique du second ordre n'a en réalité et en vérité qu'une seule constante de temps, dont la valeur est égale à 1 divisé par le produit coefficient d'amortissement par la pulsation naturelle, et ce rapport n'est rien d'autre que le double de ce que j'ai défini comme étant la constante de temps relative.
Je vous invite à aller visionner la vidéo intitulée Une seule et unique constante de temps pour un second ordre via ma chaîne YouTube. Ou alors, si vous souhaitez visionner ça en anglais, vous avez One and Single Time Constant for a Second Order System. Okay. Donc aujourd'hui à nous, après cette longue introduction de 10 minutes, donc voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas, l'ensemble des choses que je viens de vous dire sont résumées dans mon livre qui est ici et qui est à paraître, qui s'appelle, que j'ai intitulé Système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification, le design et la commande. Et préparez-vous, il arrive très bientôt, peut-être en fin d'année cette année ou début d'année prochaine, 2025, et je vous offre ce marque-page. D'accord? Alors, maintenant, ce que j'avais dit pour un système dynamique du premier ordre qui est ici, on considère ceci. On considère A1 sur A0, ds par rapport au temps, plus S de t est égal à B sur A0, E de t. Ok, A0 bien sûr est différent de 0. On définit A1 sur A0 comme étant la constante de temps, le B sur A0 comme étant le gain statique, puisque s'il n'y a plus de variation lorsque le temps s'en va, lorsque le temps prend des grandes valeurs, alors ce terme s'annule et on a S de t est égal à gain statique que multiplie l'entrée. D'accord? Donc, pour un système autonome, c'est-à-dire dont l'entrée est nulle, il suffit d'écarter un tel système de sa condition initiale, de sa position d'équilibre qui ici va valoir 0, alors la solution que nous obtenons est ici. S de t est égal à SD exponentielle de moins t2 sur tau. Ok? Ensuite, lorsque nous avons une réponse indicielle, donc une entrée échelon, d'amplitude KE par exemple, nous allons prendre le gain statique qu'on multiplie par cette amplitude KE, plus la condition initiale SD ici, moins BKE sur A0, exponentielle de TD moins T sur taux que vous voyez ici, qui est le A0 sur A1, qu'on reconnaît ici. D'accord? Donc, on l'a inversé pour en faire le produit. Et donc, ici, donc, on multiplie par l'inverse de taux. Donc, on multiplie par 1 sur taux et on retrouve l'expression qui est ici. D'accord? Le signe moins, il n'y en a plus parce que, effectivement, on a changé la position de TD et T. Cette expression-là, on ne la rencontre pas souvent, pourtant c'est l'expression la plus originale. On parle de l'hypothèse selon laquelle on annule la condition initiale ici, ce qui nous permet après d'utiliser les fonctions de transfert sans souci. Donc vous voyez que ici, pour partir de l'équation différentielle du système dynamique du premier ordre, vers les solutions, je n'ai pas besoin d'utiliser la fonction de transfert, la transformée de la place. Je n'ai pas besoin d'utiliser la transformée de la place. Je pars du modèle que je fais, par exemple pour un circuit RC, et tout de suite après, je peux choisir de dire que j'utilise cette solution directement, sans parler des tables transformées. Et si mon circuit RC série a une valeur initiale parce que ma kappa a été chargée au départ, cela voudrait dire que le SD ici prend une valeur initiale de tension. Et cette valeur initiale de tension, qui peut être 2, 5, 10 volts, 12 volts, 20 volts, etc., va être à la place de SD. Et ensuite, ici, j'aurai mon expression du système autonome de décharge de la kappa. D'accord? Par rapport au circuit RCCI. Dans ce cas-ci, lorsque j'alimente mon système avec un échelon d'entrée, toujours sur le RC série, si toutefois ma kappa avait une valeur initiale de tension et que je continue à la charger, j'aurais besoin de la valeur initiale de tension ici à SD. Vous imaginez que je fasse pour ma kappa une succession d'échelons, en partant de la valeur 0 d'abord à la valeur 1 volt, ensuite de la valeur 1 à la valeur 2, de la valeur 2 à la valeur 3 ou de la valeur 3 à la valeur 2, mais j'ai quand même une condition initiale. D'accord? Donc, la fonction de transfert a ses limites. Elle ne va pas me donner la prise en compte, en tout cas celle qu'on utilise la plupart du temps, de la valeur initiale. Par conséquent, si elle ne me la donne pas, ça veut dire que pour mon système autonome, je ne peux pas avoir directement une expression explicite puisque la condition initiale est nulle et toute cette expression va s'aplatir, c'est-à-dire va être à zéro. L'expression la plus utilisée pour la réponse d'un système indiciel est celle-ci, où on prend le point d'équilibre qu'on multiplie par 1 moins l'exponentielle de t, de moins t sur tau. D'accord?
Donc, le TD étant annulé, le SD étant annulé, on se retrouve avec une expression de ce type où le point d'équilibre ici correspond à la valeur finale qui n'est rien d'autre que le produit du gain statique par l'amplitude de mon échelon. D'accord? Maintenant, la, où se trouve maintenant la clé pour pouvoir aller vers le théorème que j'ai établi? Je prends le système autonome, je divise la sortie en fonction du temps par la condition initiale. Ceci me donne un terme que j'ai défini comme étant un pourcentage gamma. Je lui applique le logarithme népérien et donc je déduis l'expression du temps qui est ici. D'accord? Voici comment je procède. Et cette expression du temps, en la regardant très bien, en faisant la contemplation d'un tel résultat en toute patience, lucidité, sans tergiversation, sans prestidigitation, sans course-poursuite, course de vitesse, pour arriver au résultat. On regarde de manière posée en profondeur ce type de résultat et on voit qu'il suffit d'écrire TI moins TD est égal à moins taux ln de gamma. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ceci? Il suffit tout simplement de dire que TI est un instant donné qu'on peut positionner ici comme instant initial au départ. Et ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on vient considérer un TJ tel que TJ soit strictement supérieur à TI. Et donc, on a l'expression TJ qui est égale à TD moins taux log népérien de gamma J, où gamma J va correspondre à la sortie de notre système à l'instant TJ que divise SD. Et donc, lorsqu'on regarde de très près ce type de résultat, on voit qu'il suffira tout simplement de faire le ratio entre ces deux temps de réponse pour que les constantes de temps se simplifient et qu'il nous reste tout simplement les rapports des logarithmes népériens de gamma I et gamma J. Donc, gamma I va correspondre à un pourcentage qui est fixé, ok, du type 5%, ou du type 90%, ou du type la constante, la valeur qu'on définit, d'accord, le pourcentage qu'on définit. Ok, donc on définit un gamma, on le positionne, on vient calculer le ratio entre ces deux instants-là, d'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Que si on considère le temps de réponse à 90%, on le positionne, on vient utiliser le temps là, on le relève ici, ok, positionne ici. Et ensuite, on va chercher ici le gamma correspondant qui est 0,9. Puis, on fait pareil avec l'autre, on le positionne à 10% pour le TJ, on relève son temps, et le TJ qui est ici correspond à moins taux que multiplie si TD est égal à 0, donc correspond à, ou si on transpose le TD tout simplement, ça correspond à moins taux log népérien de 0,1. Et donc, en faisant log népérien de 0,9 sur 0,1, on trouve une constante, puisque les moins taux se simplifient. Et c'est cette constante-là qui va nous permettre de dire que si toutefois on fait, qui va nous permettre d'énoncer le théorème que j'ai donné. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Dans le cas des systèmes dynamiques dont la réponse est une réponse indicielle, je vous rappelle encore ceci, le gamma utilisé peut être utilisé comme ça si la condition initiale est non nulle. Donc on se retrouve dans le même cas ici, on fait nos calculs dans le même cas, sauf que c'est l'utilisation du gamma qui est différent. Attention, il faut faire attention ici. Le gamma qu'on utilise ici dans le cas d'un système autonome est là. Cependant, le deuxième gamma qu'on utilise pour un système, pour une réponse indicielle est ici. Il faudra bien faire attention, prendre en compte tous les éléments. Et remarque, voici pourquoi il est très important lorsque de connaître le résultat à 37% de la condition initiale. On est à 37% de la condition initiale pour déterminer la constante de temps. D'accord? Donc, lorsqu'on se met, c'est ici, hein, c'est-à-dire que lorsque tu prends ln de 0,37, tu trouves 1 et ça te donne ti moins td est égal à, tu trouves moins 1 plutôt, ça te donne ti moins td est égal à moins taux, ça te donne plus taux qui est la constante. Ici, lorsqu'on a une réponse indicielle, ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette réponse indicielle, si la condition initiale n'est pas nulle, on est obligé d'utiliser le 37%. Mais le 37% définit tel qu'on est ça. D'accord? Et ce 37%-là, c'est la sortie
de mon système, ok, c'est le ST moins le point d'équilibre que divise le SD moins le point d'équilibre. Donc, c'est un pourcentage qui est défini de cette façon. Sauf dans le cas particulier pour lequel la condition initiale est nulle, à ce moment-là, on a le complément à 100% de la réponse de notre système. Ok, ça veut dire qu'on se positionne sur le ST tout court, qu'on divise par le point d'équilibre, on a son pourcentage, ok, et donc le gamma E qu'on a ici va nous permettre de le positionner pour avoir le point d'équilibre à la valeur de 63%, parce que ici, on devra considérer qu'on a le 1 moins le 37% ici. D'accord? Donc, c'est le fameux 63% qu'on trouve pour les cas des systèmes euh, dont on a une entrée qui est un échelon. OK? Donc, ceci, je l'ai appelé la formule de l'isoconstante de temps parce que quelle que soit la position, quel que soit le temps qu'on cible ici, on peut venir déduire la constante de temps. D'accord? On peut, le gamma, quel que soit le gamma que tu prends ici, tu peux prendre même à 25%, 17,5%, 13%, du moment que tu connais la condition initiale de temps, autrement dit l'instant de départ, et que tu connais le temps correspondant à ce pourcentage que tu viens de définir, il est tout à fait possible de définir la constante de temps sans tergiversation. Voilà. Et donc, il y a aussi la deuxième formule que j'ai qualifiée d'isoconstante de temps, basée sur ce qu'on appelle le temps de montée, comme je l'ai dit en introduction tantôt. Et ce temps de montée, on fixe Tj moins Ti, et on dit que c'est taux que multiplie logarithme moins logarithme de gamma j, plus logarithme de gamma i. OK? ln de a moins ln de b, on peut faire aussi ln de a sur b. D'accord? Bien. Donc, après vous avoir expliqué ça, j'espère que ça a été clair. Rappelez-vous que le ratio que moi je calcule, qui est le TI moins TD, divisé par le TJ moins TD, est égal à log népérien de gamma I sur log népérien de gamma J, qui est une constante puisque les gamma I et gamma J, suivant la position que j'ai choisie, sont des constantes. D'accord? Et donc, imagine maintenant qu'on ait un système dynamique du premier ordre. En fait, on est un système dynamique quelconque. Ce système dynamique-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé faire une acquisition de données par rapport à ce système dynamique. Donc, on l'excite, OK? Ou alors, on l'écarte de sa position d'équilibre, comme tantôt ce que je vous disais par rapport au circuit RC. On charge d'abord la capa. Une fois qu'elle est chargée, on retire l'alimentation, on ferme le circuit RC sur lui-même et on laisse décharger. D'accord? En laissant décharger, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la décharge, donc la valeur de la tension, par rapport au temps. Une fois qu'on fait cette mesure par rapport au temps, qu'est-ce qui va se passer? On va enregistrer les données et on va avoir une certaine courbe, d'accord, par rapport au temps. Maintenant, on prend l'ensemble de ces données-là et ce qui nous intéresse, c'est d'aller analyser si notre système dynamique est un système dynamique en réalité du premier ordre. Ici, j'ai pris un RC série, bien sûr que ça va être un premier ordre, mais sur n'importe quelle acquisition qu'on a eu à faire d'un système autonome, par exemple, un bac d'eau qui se vide, un bac d'eau en cascade qui se vide, je sais pas moi, d'autres systèmes aussi, la vitesse de rotation d'un moteur lorsqu'on a coupé l'alimentation, par exemple, et qu'on en mesure la décroissance progressive, une fois qu'on enregistre ces données-là, eh bien, on vient se positionner aux valeurs correspondantes des pourcentages qu'on va choisir. D'accord? Pour cette étude, moi, j'ai choisi 90% de la condition initiale, 10% de la condition initiale, j'en ai fait un couple. Ensuite, le couple suivant que j'ai fait, ça va être du 95 et 5% et le troisième couple du 80 et 20%. D'accord? Et donc, mon premier théorème, que je divise le mot théorème en deux mots, théo et réma. Hein. Théo, c'est Dieu, parce que quand on dit théophile, hein, celui qui aime Dieu. D'accord? Hein? Réma, la parole créatrice. D'accord? Parce qu'il y a le logos, il y a le réma. Le logos, c'est l'amour. Réma, c'est la parole créatrice. Donc ici, je dis
Le résultat que j'ai ici, je le classe dans la parole créatrice de Dieu. Voilà. Théorème. Donc, je viens ici, je dis mon théorème, mon premier théorème. Tout système dynamique autonome, c'est-à-dire dont l'entrée E de T est nulle, dont le ratio du temps de réponse à 95%, comme je vous l'ai montré sur l'image précédente, de la condition initiale par le deuxième temps de réponse à 5% de cette même condition initiale vaut 0,0171 est un système dynamique du premier ordre. D'accord? C'est ça que dit le théorème que j'ai énoncé. Et donc, si toutefois tu te positionnes aussi entre 90% et 10%, tu dois trouver 0,0458 pour tout système dynamique du premier ordre. Ça, c'est acquis, hein? C'est acquis. Si tu te positionnes également à 80% de la condition initiale et également à 20% de la condition initiale, le ratio, tu auras 0,14. Donc, il est possible, tout à fait, pour vérifier qu'un système dynamique est du premier ordre, de vérifier ce ratio-là. Donc, ça rentre dans le cadre de l'identification de système dynamique. Et donc, en vérifiant ce ratio, tu peux en vérifier un seul, ou alors tu peux regrouper les trois pour que ton résultat soit le plus robuste possible. D'accord? Très important. Et donc, le ratio tel que je l'ai défini est ici. Donc, je l'ai défini comme étant R exposant 1 de gamma IJ, qui est le ratio des temps de réponse, qui est le ratio finalement des logarithmes népériens des différents pourcentages fixés. Et c'est ça qui me conduit à ce résultat, quelle que soit la constante de temps de mon système dynamique. Dans le cas d'une réponse indicielle, c'est-à-dire l'entrée avec un échelon limité, avec une condition initiale nulle, il suffira de prendre les mêmes temps de réponse correspondant à ces pourcentages dont les compléments sont à 100%. Autrement dit, au lieu de dire ratio à 95,5, on dira ratio à 100 moins 95, 100 moins 5, ce qui fait 5 à 95. Et ce sera égal aussi à 0,0171. Voilà. Donc, voici le théorème que j'ai énoncé pour utiliser pour faire de l'identification de systèmes dynamiques. D'accord? Voici pourquoi je l'ai appelé Dr. Dabo's First Theorem. Par contre, ce n'est pas mon premier théorème. Le premier théorème que j'avais énoncé quand j'étais en thèse de doctorat en 2010, je l'ai énoncé dans le cadre de la commande prédictive des systèmes dynamiques, commande prédictive non linéaire à temps continu, avec l'utilisation de la géométrie différentielle. Et à l'époque, j'avais mis ça dans un article et je l'ai mis aussi dans mon rapport de thèse. Et ce théorème introduit à l'époque, en tout cas, ce théorème introduit un terme euh, pour pouvoir s'occuper des systèmes bouclés dont le degré relatif est supérieur à 4. Parce qu'à l'époque, j'avais montré que quand on faisait la commande prédictive à temps continu, si le degré relatif est strictement supérieur à 4, on basculait dans l'instabilité à cause de deux pôles qu'on retrouve à droite du plan complexe. OK? Et donc, il fallait les ramener à gauche et j'avais introduit un terme supplémentaire dans la définition du critère à minimiser et ce terme supplémentaire venait régler ce problème. Et lorsqu'on avait un degré relatif inférieur ou égal à 4, ce terme supplémentaire s'annulait de lui-même. Voilà comment j'avais conçu ce terme supplémentaire. Donc, j'espère que le théorème est clair pour vous. Donc ça, c'est mon premier théorème que j'énonce dans le cadre de cette étude ici. OK? Il y a une remarque qui est très importante ici, c'est que le pourcentage que vous avez, dont j'ai parlé ici, qui est le complément à 100%, si toutefois votre condition initiale n'est pas nulle, il ne faudra pas prendre le complément à 100%, il faudra rester sur cette philosophie-là, OK, de calcul de votre pourcentage et donc venir appliquer le ratio de cette façon-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter ceci, d'accord, dans ma chaîne YouTube ODE1 FRV3, critères d'identification d'un premier ordre. Vous consultez cette vidéo-là. Dans sa deuxième partie, j'ai donné des exemples avec MATLAB Simulink en faisant un tirage aléatoire et en allant faire les calculs, en faisant un tirage aléatoire pour calculer la constante de temps de mon système déjà en entrée. OK?
Donc, vous pourrez faire ceci. OK? Donc, je vous invite vraiment à consulter cette vidéo-là, OK, sur ma chaîne YouTube. Et je pense qu'il vous sera largement possible de pouvoir le faire. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, Nzian Bizaf. Et la question que je vais vous dire, en tout cas, enfin la question, l'information que j'ai à vous dire ici, c'est que préparez-vous pour la sortie de ce livre-là, d'accord? Parce que tout ce que j'ai dit depuis un certain temps figure dedans, et dedans, je vais parler plus tard, toujours dans le cadre de la boucle ouverte, des filtres de Chebyshev, par exemple. Je vais parler des filtres de Bessel de second ordre, hein. Et puis, je pense que cela pourra euh, aider certaines personnes à aller plus loin dans leurs recherches. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et ma foi, je vous dis, voici le genre de choses que je Nzian Biza, les frères et sœurs d'Afrique du Nord comprendront. Nzian, ça veut dire j'aime. Et donc, je vous dis, ma foi, à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager ces vidéos-là parce que c'est important pour permettre à d'autres personnes d'apprendre des nouvelles notions, d'apprendre des nouvelles approches. Ça permet toujours, euh, pourquoi pas, à d'autres personnes de faire d'autres découvertes. Moi, j'ai fait ma part. Par la grâce de Dieu, j'ai introduit des nouvelles notions dans le contrôle commande des systèmes dynamiques et j'ai fait des théorèmes. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis, peut-être que mon travail que je fais aujourd'hui inspirera, je l'espère, d'autres personnes également. Je vous remercie beaucoup de votre attention et likez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail. Merci beaucoup.